la réputation on reprochait à cette entreprise, ce n'était pas une entreprise nationale. Donc, ce qu'on reprochait à l'entreprise, ce qui a été mal fait, c'était dans un autre pays. Moi, je n'avais aucun élément pour pouvoir apprécier ce fait. Mais peut-être c'est après, à l'exécution, que je me suis rendu vraiment compte que la réputation était effectivement mauvaise. Mais avant ça, je n'avais aucun élément. Et celui qui devait m'aider n'a pas voulu m'aider. Donc, j'ai été obligé de... Bon, disons que la commission a été obligée de donner le marché. C'était conforme. En tout cas, en conformité, il n'y avait rien à dire. Mais c'est à l'exécution, nous-mêmes, nous nous sommes rendus compte que la réputation est effectivement mauvaise. Parce que les personnes comment on appelle ça, les consultants qu'on nous a proposés, bon, les CV étaient bons, mais en qualité de travail, ce n'était pas vraiment ce qu'on souhaitait. Au niveau de la DMP, il y a une liste des entreprises à mauvaise réputation, et cette mauvaise réputation est matérialisée par des sanctions. Donc, si nous disposons des preuves matérielles, telles que la sanction et tout ça, on peut dire que l'entreprise a une mauvaise réputation. Dans le cas contraire, on se réfère strictement aux règles énoncées dans le DAO. Effectivement, si nous sommes dans un marché de travaux ou d'équipements, normalement, dans les clauses du DAO, nous avons un article qui demande que les entreprises n'aient pas connu d'antécédents de marché non exécutés et tout. Donc, normalement, ces critères-là doivent nous permettre d'écarter les entreprises qui ont de mauvaises réputations. Mais si nous sommes sur un marché de prestations intellectuelles, normalement, lors de la constitution de la liste restreinte, on doit tenir compte de tous ces facteurs. Malheureusement, ce qui est constaté, c'est qu'on ne tient pas compte des facteurs de réputation des entreprises lorsque nous constituons nos listes restreintes. Et une fois que nous émettons les DP, c'est là qu'on dit oui, l'entreprise a un beau dossier, mais malheureusement, elle a une mauvaise réputation. Si elle a une mauvaise réputation, que nous l'avons shortlistée, dans ce cas, il faut qu'elle puisse compétir comme toutes les autres entreprises. Et la réputation ne doit pas être un argument pour écarter une entreprise. Le prestataire peut vouloir demander un certain nombre de pièces dans l'exécution de sa prestation. Et quand, pour pouvoir obtenir ces pièces, il a des difficultés pour pouvoir aller jusqu'à terme de sa prestation. Ou bien même il a eu des difficultés avec le maître d'ouvrage sur un certain nombre de questions, sa réputation aussi, en fonction de ce maître d'ouvrage, peut en pâtir. Il y a la mauvaise réputation du fait de l'entreprise, mais aussi la mauvaise réputation du fait de l'environnement que le maître d'ouvrage aurait créé à l'entreprise. Il y a ces deux facteurs aussi qu'il faut considérer. C'est relativement au cas exposé par le colonel Amiens. Le premier cas, le cas réel qu'il a vécu. Et à notre niveau, nous avons suivi également aussi ce dossier. Et la pertinence de ce dossier est que l'entreprise avait déjà reçu une avance de démarrage. Et son premier rapport même avait été validé, aussi bien par l'AFD que par la structure. Et c'est après cette validation, disons ce paiement, qu'on s'est rendu compte que l'entreprise avait une mauvaise réputation. Donc, et le marché a purement été résilié. Et donc, vraiment, peut-être les réflexions, comment anticiper un peu sur ces questions d'analyse de la réputation des entreprises, peut-être même avant même la phase de soumission. Voilà. Parce que là, c'était quand même délicat. Après avoir payé une avance de démarrage, une validation du premier rapport même de l'entreprise, vous vous retrouvez dans une situation de résiliation. Bon, heureusement que l'entreprise n'a pas déposé de recours, sinon on se demanderait comment on allait s'en sortir en fait. Donc, dans le cas là précis, on ne peut pas refuser d'attribuer le marché à cette entreprise. Elle a été confirmée comme étant techniquement conforme pour l'essentiel et c'est la moins-disante. Dans votre cas, le marché était déjà attribué et signé. Le seul levier qu'on va pouvoir avoir sur la manière dont on va surveiller la prestation, c'est le rôle, du coup, en l'occurrence, du maître d'œuvre, de suivre de très près la réalisation du chantier. En plus de ce suivi rapproché de la réalisation des travaux, si on n'a pas encore attribué le marché,
On peut peut-être jouer sur les pénalités de retard dues au titre du contrat. Donc ça, ce sont les deux leviers quand on arrive à des situations comme celle-ci où on se rend compte tardivement que l'attributaire avec lequel on va signer ou avec lequel vous avez déjà signé a une mauvaise réputation et qu'on pressent que les travaux ne vont pas bien se dérouler. L'incompétence ou bien les défaillances dans les prestations de l'entreprise, le marché allait jusqu'à son terme. Est-ce que l'autorité contractante est en droit de refuser une attestation de bonne exécution à cette entreprise-là? Vous n'êtes jamais tenu, en tant que maître d'ouvrage, d'établir des attestations de bonne exécution pour des entreprises qui vous en demanderaient parce qu'elles soumissionnent dans le cadre d'autres appels d'offres. Vous dites, c'est que le contenu même de l'attestation de bonne exécution, les formats qui sont souvent mis à disposition, sont assez éloquents en la matière. Parce qu'il faut que vous soyez satisfait à tout point de vue, aussi bien dans les délais que dans la qualité des travaux. Bon, si ces deux éléments sont respectés, bon, c'est pas parce que vous avez été de mauvaise humeur pendant l'exécution des travaux qui n'a pas bien fait. C'est-à-dire, si toutes les obligations contractuelles ont été respectées, en ce moment-là, il faut lui établir son attestation de bonne exécution. Mais maintenant, si vous avez mal en ballant exécuté les travaux, c'est-à-dire de 6 mois, vous êtes passé à 18 mois, et que, bon, vous avez débrouillé quand même, comme elle le disait tout à l'heure, pour dire, bon, écoute, la résiliation, je sais le circuit que je vais faire, donc je vais quand même l'accompagner jusqu'à ce que ça finisse. Vous n'êtes pas obligé, de mon point de vue en tout cas, d'établir l'attestation de bonne exécution. Parce que le contenu même, le texte de l'attestation de bonne exécution est suffisamment clair en termes de respect des dispositions contractuelles. Dans le cas où, effectivement, l'entreprise n'a pas exécuté dans les délais, et il y a eu peut-être des mises en demeure, ainsi de suite, et malgré tout cela, les travaux ont été exécutés ou les fournitures ont été livrées. Moi, dans ce cas-là, je délivre simplement une attestation d'exécution. Et donc, dans l'attestation d'exécution, je dis que le délai contractuel était de 6 mois, mais l'entreprise a utilisé 10 mois pour livrer les fournitures. Les travaux qui ont été réceptionnés n'ont pas été faits selon les règles de l'art, ainsi de suite. Donc ça, c'est une attestation d'exécution. Pour moi, ce n'est pas une attestation de bonne exécution. Mais dans ce cas précis, l'autorité contractante qui veut prendre une telle attestation comme étant une attestation de bonne exécution, au moins, c'est en connaissance de cause. Mais au moins, j'aurais stipulé sur l'attestation que, effectivement, l'entreprise a été défaillante, ainsi de suite. Je pense que c'est encouragé, parce que si on le fait, les entreprises plus postuler avec cette attestation-là. Parce que moi, je suis dans une commission, je ne validerai pas une telle attestation. On a vu que dans vos questions, vous aviez notamment des commentaires et des interrogations sur les critères de qualification qu'on met dans l'AMI. Ça, on y viendra vraiment précisément parce qu'on vous fera travailler sur la rédaction d'un AMI pour un appel d'offres et on verra ensemble la manière dont on le remplit et après dont on évalue les manifestations d'intérêt. Donc ce document, c'est vraiment une création qui est le copier-coller de l'AMI type que propose l'AFD. Alors sur les règles d'éligibilité et donc la mise à jour de la déclaration d'intégrité, là on est vraiment sur des modifications plutôt de libellé, de rédaction. Il n'y a pas eu de grosses modifications dans le modèle de déclaration d'intégrité qui est aujourd'hui dans les DAO type du C2D en comparaison avec la précédente. Simplement, on a reformulé notamment les critères sur la fraude-corruption pour être plus précis. On a introduit cette notion de résiliation au tort exclusif sur les 5 dernières années. Avant, on parlait de faute professionnelle, ce qui était faute professionnelle grave, ce qui était finalement pas très précis et difficile à objectiver. Qu'est-ce qu'une faute professionnelle grave ? On a aussi reprécisé le critère d'éligibilité sur les fausses déclarations, mais tous ces ajustements sont des ajustements, je dirais, à la marge. Le sens et la finalité de la déclaration d'intégrité n'ont pas changé. Simplement, évidemment, il faut prendre la dernière version, mais elle est désormais dans les documents types. Sur la question de la gratuité des documents d'appel d'offres, ce qu'on a constaté, c'est que entre vos différentes UCP, CSP, les pratiques n'étaient pas toujours homogènes sur la gratuité ou le paiement des DAO. La recommandation de l'AFD, c'est que les DAO sur les projets que nous finançons soient gratuits, de manière à ce que ça ne freine pas l'accès aux documents d'appel d'offres et donc
à la soumission et donc à la concurrence. C'est la raison pour laquelle on a introduit ce point dans les nouvelles versions. Et puis, on a introduit un point sur la question du traitement des offres anormalement basses. Alors, ce point-là, on l'a introduit dans tous les documents types d'appel d'offres, donc qu'on soit sur un marché de travaux, de fournitures ou de prestations intellectuelles. La clause a été introduite dans chacun d'entre eux. Cette clause, et je crois qu'elle rejoint la manière dont vous traitez les offres anormalement basses par application du code des marchés publics ivoiriens. Peut-être que les autorités des marchés publics pourront nous en dire quelques mots. Elle vous permet, lorsqu'il y a des incohérences entre la proposition financière et la méthodologie proposée, le calendrier, etc., et que l'offre, le montant de l'offre est nettement inférieur à l'estimation que vous avez faite du marché, elle va vous permettre, si vous arrivez à étayer vos doutes, de rejeter une offre parce qu'elle sera considérée comme anormalement basse. On pourrait, par exemple, demander à l'entreprise de justifier le caractère anormalement bas de sa proposition, ses sources d'approvisionnement et puis ses partenaires financiers, ses partenaires commerciaux. Comme vous l'avez dit, hein, dans le slide d'avant, la réponse est clairement indiquée. Hein. On va écrire au candidat pour qu'il nous fournisse les justificatifs de son prix et également la méthodologie, les moyens et le calendrier. Et donc, nous allons analyser le document qui va la réponse, les justificatifs qu'il va nous transmettre, et on verra si les moyens à mettre en œuvre, la méthodologie proposée et le calendrier de mise en œuvre sont en cohérence avec le montant de 250 000 € qu'il a proposé. Si visiblement il y a un problème, il ne peut pas mettre en œuvre, on voit qu'il ne peut pas mettre en œuvre le projet avec ces 250 000 €, on va dire qu'il est anormalement bas. Méthodologie très ambitieuse qu'il a proposée dans son offre technique, qui a été très bien notée, et réaliste. C'est-à-dire qu'est-ce qu'en face, le sous-détail de ces hommes-jours, du temps qui va être consacré à cette prestation, est cohérent avec l'ambition qui était la sienne dans son offre technique. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de faire le lien entre son chiffrage financier et ce qu'il a proposé dans son offre technique. Et si on s'aperçoit que les incohérences existent entre les deux, ça vous donne le fondement juridique, cette clause, pour rejeter son offre. Un marché d'études de prestations intellectuelles où on décrit la méthodologie, là encore ça va, mais vous avez un bâtiment à construire. On dit c'est 3 places plus bureau à construire, on vous donne le devis descriptif et puis un cas de devis quantitatif où toutes les quantités sont mises, vous avez qu'à mettre vos prix. Le béton, on en connaît le prix, aujourd'hui 70, 80 000, et puis le monsieur vous met un béton à, je crois, 30 000 francs le mètre cube. Et il gagne le marché avec. Il n'y a pas de méthodologie pour comparer le prix avec. Hein. Je vous signale, c'est juste l'entreprise qui donne son expérience, sa situation financière et son offre financière. Donc comment on fait quand c'est comme ça? Ça peut être un moyen d'aller creuser sur l'offre, de mettre en regard l'offre financière, le prix qui est proposé avec le type de ciment qui est attendu, le grammage qui est fait pour vérifier si réellement l'entreprise peut être capable de mettre en œuvre le béton tel que c'est demandé dans les spécifications techniques avec le prix qu'elle propose. Alors, je ne dis pas que c'est évident, mais il faut aller creuser sur ces éléments-là. Si c'est sur des... Alors, le béton, c'est peut-être le plus difficile, si c'est sur du matériel, on peut demander des détails sur le type de matériel proposé, les performances, les garanties qu'il y a, pour s'assurer que c'est bien conforme aux spécifications techniques. On va plutôt regarder, creuser la conformité par rapport aux spécifications techniques qui étaient dans le dossier d'appel d'offres. Sur ta question, on pourrait demander les sous-détails des prix unitaires de béton. Et dans ces sous-détails des prix, normalement, il doit nous dire, puisque dans la construction du béton, nous avons le ciment, nous avons le gravier, nous avons le sable. Bon, accessoirement l'eau. Maintenant, pour les 3 éléments,
on peut lui demander de nous fournir des proformas des fournisseurs. Donc, s'il nous fournit les proformas des fournisseurs, s'il nous dit qu'il prend la tonne de ciment à 80 000 francs, il va prendre le gravier, on connaît un peu la constitution d'un mètre cube de béton, on sait comment ça se passe, lui-même il va nous dire ça peut-être dans sa méthodologie, et en plus des proformas de ses fournisseurs, on peut savoir si les 30 000 là peuvent permettre de réaliser le béton. Voilà. C'est vrai, vous avez fait une bonne méthodologie, c'est pour cela que techniquement vous avez été retenu, mais en réalité, en termes de chiffrage, vous vous êtes planté quelque part. Et donc, c'est un PV qu'on signe afin de pouvoir passer au suivant. Parce que ce n'est pas un marché de travaux pour dire qu'on va procéder à des calculs techniques pour dire où, mais c'est lui qui va se rendre compte qu'il s'est trompé et puis on signe un PV pour consigner son erreur pour qu'on puisse passer au suivant. Alors, généralement, c'est comme ça qu'on procède. Voilà. Puisque c'est vrai qu'on va évaluer l'offre financière, mais quand on arrive à ce stade-là, c'est la phase qui suit, il faut appeler celui qui est classé premier là à la négociation. Et puis c'est au cours de la négociation qu'on lui signifie ses différentes erreurs. Comme ça, il se rend compte qu'effectivement, il s'est trompé. Et donc, du coup, le marché ne peut pas lui être attribué. C'est comme ça que nous, on procède, voilà, pour pouvoir passer au suivant. La difficulté, justement, c'est que sur les marchés de prestations intellectuelles, quand on est confronté à des offres anormalement basses, ça va aussi nous amener à nous questionner sur la manière dont on a noté les offres techniques. Parce que peut-être qu'on a mis des notes qui finalement étaient beaucoup trop élevées et que la réponse qu'il a faite au terme de référence, sa méthodologie notamment, n'aurait pas dû être aussi bien notée. Et que parfois, l'ouverture des offres financières anormalement basses, d'une offre financière anormalement basse, peut aussi vous questionner sur les notes que vous avez mises au stade de l'évaluation technique, puisque finalement tout est lié. Donc c'est vrai que la logique est finalement similaire, qu'on soit sur des travaux, fournitures ou prestations intellectuelles, mais sur les marchés de prestations intellectuelles, comme il y a ce système d'ouverture en 2 temps, ce sera peut-être plus compliqué de revenir sur l'évaluation technique, même si dans l'absolu, c'est ce qu'il faudrait faire. Alors que sur les marchés de travaux ou de fournitures, bon, là, on en est au stade de l'évaluation globale. Une question qui est importante, c'est la question des appels d'offres nationaux ou internationaux. Et quand est-ce qu'on va aller vers un appel d'offres international? Alors là, c'est vraiment une analyse du marché local et international qui doit être fait en fonction de la prestation qu'on a à lancer, que ce soit de la prestation de consultant ou du recrutement d'une entreprise pour faire des travaux. On doit s'interroger sur le type, les compétences locales qui sont présentes, quelles sont les entreprises qui sont qualifiées pour faire les travaux qu'on veut mener, combien on en a, quelle est la qualité, la compétence de ces entreprises-là par rapport aux travaux qu'on veut mener. Du coup, la réponse est que après une analyse, on se rend compte que les compétences locales sont insuffisantes en termes de compétences, mais aussi de nombre d'entreprises, puisque si on veut faire un appel d'offres, il faut qu'il y ait une mise en concurrence, donc il faut qu'on ait suffisamment d'entreprises qui soient capables de répondre, sinon on est sur des processus de gré à gré, c'est pas du tout le processus général qui doit être envisagé. Il est nécessaire de préciser que toutes les questions qui ont été portées à l'attention du STC2D, que nous avons échangées avec les formatrices de l'AFD, il est nécessaire qu'à toutes ces questions, il y ait des réponses précises et qui soient partagées par tous. Donc, dans les relevés de conclusion, il faut qu'on ait ça, c'est-à-dire quand la formulation de la réponse n'est pas totalement claire, les dames sont là, profitons-en. On leur demande, elles expriment clairement la réponse et on échange là-dessus si on est totalement d'accord. Et on écrit sur le relevé de conclusion sur quoi on est d'accord, et puis on retient ça pour tout le monde. Voilà. Sur ce, mesdames Choisy et Oudin, je pense qu'on peut se libérer pour demain.